Bonjour et bienvenue pour ce 12e épisode du Barda Podcast Bonjour avec donc Ben et Barda. et Barda. Donc comme d'habitude, zéro préparation, zéro anticipation, fait sur un coin de table. Et donc pour démarrer l'histoire, je vais lire à Barda une phrase qui normalement devrait le faire marcher pendant une douzaine d'heures. La phrase est la suivante. Alors c'est une traduction, il en existe plusieurs versions bien sûr, mais la phrase telle que je l'ai retrouvée, c'est le ciel était couleur télé, calé sur un émetteur hors service. Ah. Alors déjà, l'image est particulière quand même, mais c'est vrai que c'est... Donc là, nous parlons de Gibson, Absolument, c'est la première phrase du neuromancien, neuromancer en anglais, ouais, de William Gibson. de William Gibson, qui est, entre guillemets, considéré comme étant le pape du cyberpunk, en tant que style. Absolument, et le Et, neuromancer, enfin, le neuromancien était considéré comme le manifeste cyberpunk par excellence. ouais, d'avant Matrix, Bien avant Matrix bien et avant bien avant beaucoup Matrix. d'autres choses. Et en fait, cette phrase-là, elle était vraiment, c'est symptomatique. J'ai essayé de lire en anglais. Pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment, c'est pas un bon choix. C'est compliqué. C'est pas un bon choix. Alors, je vais regarder parce que je me permets quand même de regarder un truc, c'est-à-dire que Neuromancer, il date de, je sais pas, 80 quelque chose, non? Oh, 84 ou 85, Ouais, un dans truc ces du eaux-là. genre. Ouais, 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 ouais. Attends, on va essayer. Et là, c'est une grande découverte. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Oui, si on repart sur le cyberpunk, en fait, c'est toujours des histoires dans la où il y a un mélange entre une société informatisée à mort, donc avec une matrice, mais on ne vit pas forcément à l'intérieur, mais il y a quand même euh, tout un vocabulaire qui a été créé par Gibson. C'est 84, apparemment. Et en fait, tout le monde peut se réclamer de Gibson. Ça va de Ghost in the Shell à Matrix, enfin tout ce qui est connu, entre guillemets, en cinéma et en animé, etc., peut découler de Neuromancien de Gibson. Alors, et neuromancien, c'est vraiment l'archétype de la méthode de science-fiction, c'est qu'on vous place d'autorité dans un contexte, on vous explique rien. Le texte est en général extrêmement concis avec des phrases à tiroir et où tout est imbriqué les uns dans les autres. Alors c'est encore plus Mm. vrai quand on lit en anglais parce que l'anglais est très fort pour ça. Ouais. Traduire, c'est un cauchemar à mon avis. Oui, il y a un personnage qui s'appelle Tréplat. Donc Tréplat, c'est la traduction française et c'est Flatline, je crois, ou un Flatliner, ouais. truc comme ça. Et en fait, Tréplat, parce que tout simplement, en fait, au début, on voit pas trop qui c'est. Et en fait, il parle à Tréplat. Quand il parle à Tréplat, il parle à une boîte rectangulaire carré noir. Et en fait, c'est quelqu'un qui est décédé et dont la conscience a été transférée dans une mémoire, en fait. Et c'est comme si vous parliez à une clé USB avec quelqu'un qui est décédé à Mm. l'intérieur. Il y a pas mal de concepts comme ça qui sont fournis. Ce qui est très rigolo, c'est que, enfin, ce qui est écrit, la façon dont c'est écrit, c'est-à-dire que au début, on est au Japon, un Japon encore plus urbanisé et plus informatisé Il qu'aujourd'hui, faut se souvenir qu'à l'époque, le Japon était la nation dominante en technologie en en particulier. technologie de pointe. Donc on parle de surf, on ne parle pas de surfer dans la matrice, si un peu. Je sais pas si le terme exact est fait comme Ah, mais on ça. n'est pas dans le neuromancien, mais dans d'autres, dans des plus récents, oui, mais Ouais, neuromancien, c'est quand même ouais, 84. Et à l'époque, 84. on avait le Minitel, Donc hein. là, quand le type, oui, c'est le Minitel, et quand le type vous explique que le type il est branché au réseau via soit une interface cérébrale directe, soit des lunettes de visée, et il a des gants, Mhm. c'est l'invention des gants haptiques, et qui va naviguer dans un univers 3D où chaque entreprise est représentée par une espèce de faux bâtiment géométrique en 3D, et que pour rentrer dedans, des fois, il y en a qui sont protégés par de la glace. C'est-à-dire que ce qu'ils appellent la glace, c'est un firewall, en fait, Des dans le contre-mesures genre électroniques. d'aujourd'hui, etc. Et, et qui voit qu'il y a des personnages qui naviguent là-dedans avec des avatars et tout, mais maintenant, ça nous paraît
évidence folle, Ouais, et en 84, c'est Second Life, 30 ans avant Second Life. voilà. Et, et en fait, au départ, il y a toute l'histoire. Ce qui est bien, c'est qu'on navigue entre l'histoire réelle, où il y a des gens, ils se battent contre des. Enfin, ils sont toujours plus ou moins poursuivis par des yakuza matinés de pirates informatiques, plus, etc. Et des corporations. Et des corporations. Le monde est aux mains de corporations. Donc c'est l'argent qui tient tout ça. C'est un très courant des livres de l'univers cyberpunk. C'est la puissance publique a totalement disparu. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il invente. En 84, vous trouvez des gens qui sont modifiés. Donc, soit on a greffé des structures, ils ont un bras qui est plus puissant que les autres, etc. Ou ils ont des systèmes de visée intégrés. Enfin, en tout cas, ils sont connectés. Ils sont recablés. Ils sont recablés à l'intérieur, etc. Et il invente dans le même temps, comment c'est déjà une maladie, la maladie qui est liée à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, comme ils ont des puces partout dans le cerveau, etc., ben, ils font des cancers ou la peste. Oui. Non, il y a un Je sais terme. plus dans lequel de ces livres ça apparaît. C'est dans le premier, je crois. Mais ça montre bien aussi que la technologie n'est plus considérée comme quelque chose qui va nous sauver, mais quelque chose qui peut nous perdre. Et qui, mal utilisé, va nous détruire. Donc c'est bien l'explication de la partie cyberpunk. C'est-à-dire que c'est une société cyber, mais c'est le côté sombre. Le côté no futur le côté no futur du cyber. Et c'est quand même assez particulier de voir les séquences, les chapitres dans la vie courante, qui sont suivis de séquences d'immersion de pénétration dans la matrice pour pouvoir pénétrer quelque part, etc. Et on croise, donc il y a plusieurs personnages. Alors, au début, on suit ce qu'ils appellent un cow-boy, c'est un mec qui est l'équivalent d'un hacker d'aujourd'hui. Alors le terme hacker, c'est pas employé, mais c'est cow-boy. Ils ont des bars où ils se rencontrent. C'est le côté darknet sans le citer. Avant le darknet. Avant le darknet, les mecs se connectent grâce à des consoles. Et en fait, le texte est émaillé pour que ça sonne vrai, il émaille ça de noms de sociétés inventées. Il y en a partout. Inventées, voire héritées de maintenant. Voilà. C'est-à-dire que, alors, soit c'est comme c'est au Japon, ils ont des consoles, c'est des Ono Sendai, etc. Et pour tout ce qui est implant oculaire, il y a Leitz ou Zeiss Icone, il a des pupilles Zeiss Icone, lui. Donc, et ça donne une façon de le lire qui est très, très bizarre. Il y a des personnages qui sont à peine esquissés par endroits. Et alors, il y en a qui ont ma préférence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a travaillé, il y a des séries de nouvelles. Il y a Gravé sur Chrome au départ. Après, il y a, je sais plus. Mozart vers miroir. Ouais. Et donc, la trilogie du Neuromancien, ça consiste en fait le tome 1 qui est Neuromancien, le deuxième qui s'appelle Compte Zéro, alors qui est basé sur un jeu de mots de geek, sur lequel on va revenir, et la troisième qui s'appelle Mona Lisa s'éclate. Et en anglais, c'est Mona Lisa Overdrive. Ouais, ou un truc comme ça. Et là, donc, le truc, déjà, bon, vous le dites, et cette trilogie, alors, il a une façon, le problème avec tout ça, c'est qu'il a une façon de structurer ses romans qui est à peu près toujours la même, ce qui fait qu'au fur et à mesure que vous les lisez, vous avez des surprises, enfin vous avez plus trop de surprises parce que il y a des surprises dans le récit, mais la façon de l'organiser, il y a toujours entre guillemets un chapitre avec plusieurs personnages. Ils sont pas physiquement au même endroit ou même dans le temps au même endroit. Les deux histoires ou trois histoires qui se déroulent vont se converger. On sent que ça va converger. Tu sens que ça va converger, mais tu sais pas vraiment où, etc. Donc tout le roman, tu sens que ça vient. Et à un moment donné, tout le monde se retrouve, comme par hasard, au même moment, le même jour, à la même heure. Au dénouement de l'histoire. Au dénouement de l'histoire. Mais dans une grosse bataille apocalyptique qui se déroule sur deux plans différents en même temps, c'est-à-dire sur le plan réel et sur le plan cyber. Alors, ce qui est aussi rigolo et caractéristique de ces livres-là, c'est qu'autant l'histoire est parfois un petit peu esquissée, comme disait Barda, mais en même temps, l'auteur peut passer 3-4 pages sur la description d'une arme ou d'un ordinateur. D'une console d'ordinateur. D'une console dont on n'a pas vraiment forcément, c'est pas juste c'est pas un pistolet, c'est
SIG machin, avec telle référence, tirant des balles de tel calibre, Ouais, avec tel ou tel organe de avec tel visée. poison enduite, avec tel poison qui parasite. Donc c'est extrêmement technique. Ouais. Et c'est vrai que de toute façon, on sent que l'auteur, donc William Gibson, a quand même un certain background technique. Mm. Il y a des drones, il y a des Il y a des choses comme drôles. ça. Il y a aussi quelques phrases cultes. Oui, Il y en a une je te la laisse, celle-là. je sais pas si c'est celle à laquelle tu penses, mais il y en avait une qu'on a beaucoup utilisée dans les parties de jeux de rôle, qui était: il n'y a pas de loi contre les blindages Dans cet état. dans cet état. Ouais. C'est les personnages qui conduisent une espèce de véhicule blindé. Il conduit une espèce d'aéroglisseur blindé, mais dis donc, C'est légal? Est-ce que c'est c'est légal? légal ton truc? Il n'y a pas de loi anti-blindage dans cet état. Donc c'est Et ce qui a rien en même que la fameuse le ciel couleur télé voilà, sur un exactement. Donc canal il y a libre. des phrases qui m'ont servi. Il y a Perso, j'ai piqué plein d'idées pour des parties de jeux de rôle Mm. dans les années 80-90. Et puis surtout, Moi, il y a deux personnages. ouais, vas-y. Il y a deux personnages qui suivent. En fait, tu t'amuses à les trouver dans les autres romans, etc. C'est-à-dire que ils sont dans Neuromancer d'une façon et dans la suite d'une façon évidente. Il y a une héroïne qui est Molly, qui est une femme augmentée, on va dire, puisqu'elle a quand même des réflexes, machin, et toujours la même description, une jeune femme aux cheveux brun courts avec des lunettes où on voit pas la différence entre les lunettes et la peau. Tu sais, il y a comme des lunettes enveloppantes, donc elle a comme une espèce de masque enveloppant de grosses lunettes Ray-Ban, mais qui toucherait la peau, et en fait, tu t'aperçois qu'elle les enlève jamais, et donc Elle peut pas les enlever. elle peut pas les enlever, parce que en fait, c'est une greffe. Et donc ça, c'est la description. Ou l'autre description, c'est qu'elle est armée de lames rétractiles sous les ongles, qu'elle lade généralement avec un vernis de couleur bordeaux ou je sais pas quoi. Enfin bon, je me souviens de détails de ce genre, des couleurs un peu Il y a flashy. énormément de détails, Ouais. justement. Plein de détails visuels Et alors, dans le cyberpunk. dans Molly, elle a une histoire, elle a justement tout un tas de choses. Elle arrive assez tôt dans Neuromancer et elle a un rôle important, mais on la croise dans d'autres romans de Gibson. Et généralement, c'est le truc, par exemple, je me souviens, ou dans d'autres. C'est-à-dire que il y a une opération militaire en cours, ils sont en train d'investir une station, une ancienne station pétrolifère en plein milieu de trucs, et d'un seul coup, ben, les gars sont en train de descendre dans une cage d'escalier et ils croisent une femme bizarre qui, elle, remonte et qui a des lunettes dont Voilà. Et voilà. Et là, tu fais non, Molly dans le coin. Et donc, c'est. Il n'y a pas non plus de happy ending d'ailleurs avec Non, non, Molly. jamais. Je crois que c'est dans Mona Lisa Overdrive où ça finit par jamais s'il ne revit Molly. Mm. Donc les personnages font que passer. Mm. Et on a l'impression que l'auteur se fout un peu de l'histoire et qui, en fait, il est là pour nous décrire Pour l'ambiance, ouais. une ambiance. Donc ça frise le détail maniaque dans certains domaines, en particulier les armes et les ordinateurs. Mais Et les engins, tout ce qui est technologique. Mais des fois, ça part dans des trucs. Des fois, vous êtes en train de lire, et puis d'un seul coup, alors on part sur quelqu'un qui est un spécialiste de l'extraction de personnes, alors entre deux corporations qui se battent pour avoir un spécialiste de la génétique ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment des thèmes qui sont très très utilisés après. Et on finit dans l'espace, sur des satellites où il y a des colonies de mecs qui viennent de Jamaïque, et en fait on se retrouve avec les mecs avec les dreads Dans l'espace, une et on colonie sait pas trop spatiale, on d'où sait ils pas viennent. trop comment. Voilà. Et puis on découvre aussi que au fur et à mesure des romans, c'est pareil dans les trois tomes en particulier de Gibson, que le monde est bien plus déglingué qu'on avait l'impression. Mm. Parce qu'au moment où on croit qu'on est aux États-Unis, on finit par se rendre compte qu'il n'y a plus d'États-Unis. Mm. C'est plein de principautés qui se tirent un peu la bourre les unes avec les autres. Et que c'est les corporations qui mènent la danse. Et ça a inspiré beaucoup d'autres univers très proches où en fait le monde se retrouve totalement balkanisé en tout Mm. petits États. Il n'y a plus d'État central, il n'y a plus de gouvernement, et en fait les grandes décisions sont prises au niveau des corpos. Et ça on le retrouve dans plein de trucs. Moi j'ai un souvenir aussi des bouquins des Finger qui se passent dans un Maghreb colonisé, enfin balkanisé et dirigé par les corporations. Donc c'est tout à fait le même type d'univers. Et aussi cet univers-là nous balade exclusivement sur Terre à peu de choses près, ou le système solaire proche dans l'Empire. On oublie
les grands rêves de science-fiction d'empire galactique, de... Oui, Non, ça c'est fini. on est sur Terre, On est sur Terre, là, il y a la pollution partout, l'épuisement des et ressources. les gens se baladent dans la matrice, et il y a des spécialistes là-dedans, Et en fait, le vrai Eldorado, c'est dans la matrice, Mm. c'est pas à l'extérieur. Et on Et en retrouve... fait, là, à chaque fois, on se retrouve avec une histoire. Il y a les IA qui se baladent, et il reste à savoir si elles sont conscientes ou pas conscientes, si c'est elle qui a fait ci ou ça. C'est assez. Il y a toutes ces histoires d'IA qui interviennent. Et c'est plaisant à lire, c'est surprenant généralement, il y a toujours des choses. Alors il y a en autres personnages, à part Molly, euh, il y en a, je vais dire encore deux autres. Il y a celui de Compte Zéro Mhm. qui est quand même particulier. Là, on va décrire. Alors, Compte Zéro, c'est au départ un gamin qui est un apprenti hacker, hein, qui est dans une cité, C'est qui vit dans l'appart de sa mère. Enfin, un gars qui a l'archétype, 17 ans, quoi, qui est, l'archétype du Wizard Kid des années 80. ouais, qui est mauvais en plus, enfin qui est pas si bon que ça, enfin et son nom de code, son pseudo, mais à l'époque personne n'appelle ça un pseudo, c'est Compte Zéro parce que c'est une vieille blague sur le fait que en anglais Count Zéro, ça vient d'un message DOS ou machine qui est Count Zero Interrupt, qui est entre guillemets un message qui arrive quand on fait une division par zéro, qui est donc pas possible. Et donc c'est quelque chose de pas possible, pas permis par l'intelligence. Et ça s'écrit en anglais count zéro, comme un compte zéro, mais comme le compte, Noble. le noble. Et de là, lui, il s'appelle compte zéro, ah mon compte et tout. Et le gamin, il se retrouve, il a été fouillé et foutu son nez là où il fallait pas. Bien entendu, son appart saute, lui il faut qu'il s'en aille en quatrième vitesse, il est un peu perdu au milieu du maelstrom, mais il s'en sort en fait, Oui, c'est ça, grâce à ces grâce rencontres à ses rencontres. et à l'underground, parce que là Mm, aussi on parle beaucoup d'underground. C'est mm, en gros le monde est divisé entre ceux qui travaillent pour les corpos et qui sont mm, bien dans l'axe, et le reste du monde qui survit comme il peut, donc c'est mm, l'underground, qui survit de combines plus ou moins honnêtes, sachant que de toute façon il n'y a plus vraiment de loi. Donc honnête, pas honnête, on s'en fout un peu, l'important c'est que l'argent mm. entre. Et après, ils habitent dans il décrit aussi des grands immeubles qui ont été rendus indépendants, je sais plus comment il dit le terme, des écolocations, enfin Ouais, les conurbations, éco-urbations, des trucs comme ça. et ce qui fait que dans certains autres livres inspirés de cet univers-là cyberpunk, on ira jusqu'à des guerres de blocs. Mm, C'est-à-dire que les voisinages se font la guerre mm, et personne n'intervient parce qu'il n'y a plus personne pour intervenir, il n'y a plus de police, il n'y a plus de mairie, il n'y a plus d'armée, tout ça c'est privatisé à mort. mm. Et donc ça n'intervient que si on paye. Et le troisième personnage qui revient et qui est intéressant, qui au départ, il ne semble pas très primaire là-dedans, c'est le Danois. Finnois. Le Finnois, pardon. Attention, oui. Si, c'était le Finnois. Oui, le Finnois. Ouais. Et qui est un mec un personnage qui s'appelle le Finnois. Et donc c'est un gars qui permet sa, sa boutique est apparemment fermée de l'intérieur, de l'extérieur. Vous rentrez dedans, en fait, vous rentrez dans une espèce de cage de Faraday avec des murs blancs partout, etc. Il y a une chaise, un tabouret, et en fait, il est capable de vous trouver n'importe quelle information sur n'importe qui ou Voilà. n'importe quoi. C'est un peu le Huggy des bons tuyaux cyberpunk. Cyberpunk, mais il a un rôle et il a une présence qui est assez rigolote. Le rôle est développé dans je sais plus quel autre bouquin à un moment donné. Et donc dans Mona Lisa s'éclate, il faut quand même penser que le pitch, c'est qu'on suit les tribulations d'une pauvre jeune fille qui est droguée à mort, dopée, qui est le nez dans la dope, etc., et qui est la plus vieille profession du monde, etc., à qui des gens apparemment peu recommandables achètent des fringues, l'emmènent faire de la chirurgie esthétique. On ne sait pas trop pourquoi au départ, on se doute bien que ça ne doit pas être pour son bien, la pauvre. Mm. Et elle vit ça comme si elle n'était pas là. Voilà, C'est c'est un peu ça. Ouais. complètement en dehors de la réalité. Et on suit donc Mona Lisa. Elle s'appelle Mona Lisa. Et je pense qu'elle réalise pas du tout d'ailleurs que Mona Lisa c'était à cause d'une peinture. Oui. Là Mais aussi, il y a eu une acculturation complète des personnages qui connaissent plus du tout l'histoire du monde et s'étonnent plus du tout de la situation parce qu'eux vivent là-dedans depuis toujours et imaginent pas qu'un autre monde existait avant ou était possible. Bombarda attends, juste, il y avait un finit parce film. que Alors, il y avait un film qui a été avant, je me souviens plus du titre.
C'était basé sur une des nouvelles de gravées sur Chrome. Et en fait, il y avait Ice-T qui jouait là-dedans, le rappeur, qui jouait un rôle, et c'était déjà le même acteur que dans Matrix, Keanu Reeves, je crois, Mhm. qui était donc avec qui avait une prise derrière l'oreille là, et Ouais. qui transportait des données dans une partie de son cerveau. Et Ouais, ça me dit rien, faudrait que ah je ouais, retrouve ouais, ça. non, mais celui-là il est extraordinaire, hein. Ça finit avec un dauphin de l'US Army qui est connecté aussi à la matrice. Enfin bon, en film ça donne pas terrible, enfin ça donne très très bizarre, hein, mais il y a Ice-T là-dedans. Ouais. En film aussi, un autre film de l'époque cyberpunk des années 80-90, c'était Free Jack, Mm. et qui était basé sur une nouvelle d'un auteur pas trop cyberpunk qui s'appelait Robert Shackley, mais qui avait été traité de façon très cyberpunk. L'histoire d'un millionnaire qui va chercher dans le passé des corps de jeunes hommes pour prendre leur place. Enfin bon, c'est tout à fait intéressant. Et le chef des mercenaires était comme joué par Mick Jagger. Mm. Oui, j'ai un vague souvenir de ça. Ouais. Voilà. Et enfin voilà, donc Voilà. On va, il y a plein d'autres tomes. comme je vous Je l'ai dit, passerai sur la vidéo les autres tomes de Gibson parce qu'on va passer assez, on n'a pas le temps de il y s'étendre a sur toute Gibson, l'œuvre il de y a Gibson. un autre auteur qui s'appelle Sterling, Oui, qui est, qui a beaucoup travaillé avec Gibson. On pourra en parler des heures, comme je vous l'ai dit. Malheureusement, on n'a pas tant de temps que ça de temps à y consacrer. Bon, Barda, il nous reste deux choses à faire. C'est une petite suggestion et le mot de la fin. oui, La suggestion, je vais démarrer. vas-y. C'est un coup de cœur parce que en fait, j'avais acheté ce livre très 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 longtemps et j'ai beaucoup rechigné à le lire. Je sais pas trop pourquoi. Ça s'appelle Haute École de Sylvie Denis et c'est pas du tout du cyberpunk, c'est plus du fantastique à l'époque en gros de la Révolution. Enfin, un univers ressemble beaucoup à la suite de la Révolution française. Et il y a des magiciens persécutés, il y a un roi, mais c'est très bien décrit, ça se lit très très bien. J'étais vraiment impressionné par ce livre, donc je l'ai pratiquement lu d'une traite. Donc, Haute École de Sylvie Denis. Mm. Mais moi, je vais donner quand même du Gibson et tant qu'à faire, autant essayer de lire Idoru, dont on n'a pas parlé ici. Yoru, Mm. on mettra la couverture. On mettra la couverture. Et donc pour finir, Et voilà. le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est évacuation.